On va poursuivre. Il est temps de vous présenter ceux qui font vivre le lab. C'est un peu le cœur de la machine, ce sont les chercheurs. Et donc aujourd'hui, on reçoit Ambroise Lachat, qui est ingénieur-chercheur en analyse environnementale au BRGM. Lors de son passage à l'école des ponts et donc au lab recherche environnement, durant sa thèse, Ambroise a donc développé 2 nouveaux indicateurs de circularité, avec pour ambition de mieux mesurer la circularité des matériaux, et on en parlait tout à l'heure avec Circulaire, et également sur le second indicateur de pouvoir accompagner finalement les maîtrises d'œuvre, les déconstructeurs dans la massification du réemploi. Oui, merci Maria. Effectivement, donc cette présentation, ça se déroulera en quelque sorte en 2 parties. Donc elle fera à la fois le lien avec la première présentation et le lien avec la suivante. Donc juste pour commencer, j'ai vu qu'on a commencé déjà à parler réemploi, à parler de patrimoine, et je me suis dit qu'on pouvait, d'économie circulaire également, qu'on pouvait refaire quelques points sur les définitions et aussi sur le cadre, sur le contexte du réemploi en général. Donc il faut savoir que le réemploi n'est pas un acte nouveau, au contraire c'est très ancien. Vous avez ici à l'écran 3 exemples. Donc le premier, très ancien cette fois, donc pour le Stonehenge, où on a mis via des mesures, on a mis en avant que des pierres bleues, certaines pierres étaient extraites des carrières 2 à 3 siècles avant la construction du monument. Deuxième exemple, donc le pont de la Concorde, donc de Jean-Rodolphe Perronnet, et qui est constitué en majorité des pierres de la Bastille. Donc pour la petite anecdote, ce choix a été fait, je cite, afin que le peuple puisse continuellement fouler le pied de l'antique forteresse. Donc avec une certaine signification. Et pour le dernier exemple, ici, vous pouvez voir à l'écran le fronton du palais des Tuileries. Donc lors de sa déconstruction, du coup, par l'entreprise, par Achille Picard, où il a décidé de l'utiliser pour orner son entreprise en 1883. Pardon. Voilà, donc c'est très ancien et en fait c'est une pratique qui a perdu en savoir-faire à partir du 19e, fin 19e, début 20e, donc à cause des questions d'industrialisation, à cause des questions d'augmentation des coûts du personnel, à cause des questions d'augmentation aussi du prix du foncier. Voilà, donc un multifactoriel. Un deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de la hiérarchie des modes de gestion des déchets. Donc là, on va remettre en point, on va resituer toutes ces questions de réemploi, réutilisation, recyclage. Et donc vous avez sûrement vu avec la petite à gauche la petite pyramide inversée. Donc pour avoir, on a une meilleure qualité et en tout cas oui, ce qu'il faut favoriser, c'est ce qui est en haut, en vert. Et donc avoir toute une hiérarchie entre ces différents termes. Donc pour le recyclage, ce qu'il faut noter, c'est que on a souvent en tête, c'est on retraite une substance et en fait ça nous permet de garder l'intégrité de la matière. La réutilisation, on va à un stade plus supérieur, donc on va garder en quelque sorte l'objet intègre ou en partie intègre. Donc pour, on va dire classiquement un usage détourné, ça peut être le même usage. Théoriquement, c'est juste le fait qu'il passe ou pas par le statut déchet, mais là je préfère rajouter quand même le question des usages détournés. Et dans ce cas-là, on garde une intégrité partielle du matériau et on a bien sûr l'intégrité de la matière qui est derrière aussi. Donc on a une qualité d'usage et une qualité intrinsèque du matériau. Et le réemploi, donc là c'est vraiment le plus élevé, où on va utiliser le matériau et en fait même l'objet exactement pour le même usage. Donc on garde l'intégrité, la totale du matériau. Donc on garde totalement aussi la qualité intrinsèque et la qualité d'usage. Voilà. Et enfin, quelques chiffres, c'est pour vous montrer des objectifs des réemplois qui sont dans la loi AGEC et le cahier des charges, notamment des éco-organismes pour la REP, donc la responsabilité des producteurs. Donc avec des hauts niveaux pour différents matériaux et aussi à la dernière ligne, donc c'est pas un objectif de recyclage, mais là c'est l'objectif de réemploi, donc avec 2% en 2024 et 4% en 2027. Sachant qu'aux alentours de 2020, on était à 1%. Donc c'est des objectifs très ambitieux, même s'ils paraissent très faibles. D'où le besoin d'agir à la fois sur la question du recyclage et de l'économie circulaire
au sens light et aussi à des niveaux plus élevés, donc avec du réemploi aussi. Donc, pour cette présentation, je vais avoir deux axes. Le premier qui va consister à comment on peut mesurer cette circularité, donc comment on peut mesurer les atouts de nos solutions, notamment par exemple qu'on a présenté avant, et le deuxième axe sur déterminer le potentiel de réemploi, donc comment on fait en sorte cette fois de maximiser la qualité donc de la valorisation, donc en essayant au maximum de faire du réemploi ou à la rigueur de la réutilisation, donc avec la présentation d'un indicateur développé au cours de ma thèse à l'École des Ponts. Donc pour le premier point, alors, donc, comme on a vu au début de la table ronde, il y a beaucoup d'indicateurs de circularité qui peuvent exister. Vous avez à l'écran deux exemples qui se focalisent là sur la circularité matière, mais en fait, à l'instar de la définition de l'économie circulaire qui sont assez nombreuses, on a un panel d'indicateurs très important parce qu'on a tout simplement des objectifs différents qui peuvent diverger ou bien une vision différente. Donc là, vous avez deux exemples d'indicateurs de circularité sur lesquels je me suis basé pour la suite. C'est des indicateurs qui prennent en quelque sorte la matière valorisée en entrée du cycle et la matière valorisable plutôt en sortie du cycle, donc avec deux exemples à ce niveau-là, mais c'est pas trop important d'aller dans le détail. Si vous voulez, vous pourrez regarder les slides. Pareil, ici, je l'ai mis cette slide pour avoir une idée d'un peu d'une comparaison de ces indicateurs-là. Donc c'est très indigeste, je vous invite à le regarder à tête reposée, mais l'idée c'est surtout de voir quels étaient les points faibles peut-être de ces indicateurs-là. Et l'un des points principaux, c'est que ça prend souvent pas en compte la qualité de valorisation. Donc ça ne sépare pas si c'est du réemploi, si c'est de la réutilisation, si c'est du recyclage simple, ou on parlait de upcycling. Donc on peut même rajouter des différents degrés, donc downcycling, upcycling. Et un autre point, qu'aucun de ces indicateurs-là ne prenne en compte plusieurs cycles de la matière, donc, plusieurs cycles de vie de l'objet. Alors que justement, ça serait le principe, c'est qu'on soit une boucle fermée, mais une boucle fermée, on peut avoir plusieurs boucles, et pas seulement une seule boucle. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de développer, ou plutôt d'améliorer un indicateur, pour en avoir pas vraiment un nouveau, mais en fait avoir une évolution d'indicateur qui prendra en compte ces usages-là. Voilà, donc c'est à la fois prendre la qualité de la valorisation, et aussi en fait, en quelque sorte, on pourrait dire prendre en compte excusez-moi, prendre en compte aussi le savoir-faire ou prendre en compte une technique de développer, et pas seulement en fait se focaliser sur un matériau, mais vraiment être au niveau savoir-faire et performance d'une technique. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a eu des discussions, des groupes de travail avec des opérationnels de Vinci, donc, notamment la route donc pour Egeo, pour discuter de nous, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on aimerait et qu'est-ce qu'on peut fournir comme information. Et ça aboutit à l'indicateur que je vais vous présenter ici, donc qui permet de mesurer le caractère circulaire d'une solution ou d'une technologie, et ainsi de hiérarchiser les différents produits qu'on va étudier. On le place du coup dans le contexte géo et plus exactement dans la route. Donc l'idée, c'est que en fait, dans un granulat qui sera utilisé dans une route. Donc l'idée, c'est qu'on a du granulat naturel qui sera qui est sur site, mais aussi du granulat secondaire. Là, pour l'exemple, c'est ce que vous voyez dans le cycle 0. C'est un granulat issu de béton, donc qui serait démoli, qui arriverait sur le site de valorisation, et ensuite recyclé sur ce site de valorisation. Donc ça, c'est c'est le passé et le présent. Et ensuite, on aurait une vision prospective pour prendre en compte les cycles suivants d'utilisation de ce granulat dans un contexte routier. Donc c'est une prospective. On peut prendre 1, 2, 3 ou plus de cycles. Plus on aura de cycles, plus on a d'incertitudes, mais en même temps, on a vraiment une vision plus à long terme. Mais on peut se limiter dans un cadre d'une route à 2 ou 3 cycles. Ça prend déjà, on est déjà de l'ordre de plusieurs centaines d'années, donc c'est suffisant. Voilà. Donc en fait, on va faire un schéma. La première étape, c'est de faire un schéma de
toutes ces possibilités, donc du cycle 0, le cycle de valorisation, le cycle 1, le cycle 2, donc avec des possibilités donc enfouissement, recyclage, emploi par exemple. Et voilà. Donc pour resituer la question de la route, donc la route c'est plusieurs couches qui sont l'une au-dessus de l'autre, et notamment par contre, on peut séparer deux grandes parties, donc ce qu'il y a au-dessus de la plateforme, ce qu'il y a en dessous de la plateforme, avec pour le granulat directement, ce qui va nous concerner, c'est la couche d'assise au-dessus de la plateforme et la couche de forme, donc qui ont toutes deux des caractéristiques un peu différentes, et notamment on va pour la suite, la couche d'assise a plus de contraintes techniques que la couche de forme, donc on va dire qu'elle a une meilleure qualité que la couche de forme. En tout cas, on aura besoin de granulats d'une meilleure qualité à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un des premiers des points importants pour la suite. Voilà. Pour la formule, parce qu'il faut toujours une formule quand on veut un indicateur. Alors pareil, c'est peut-être un peu barbare ici, mais en fait l'idée c'est pareil comme je vous avais présenté sur une des premières slides, c'est une quantité de granulats, une quantité de matière valorisée en entrée, une quantité de matière valorisable en sortie, avec quelques coefficients pour corriger l'ensemble. Et surtout, ce qui est intéressant dans certains indicateurs, c'est les coefficients A, B, C, D que vous voyez. Ça différencie les qualités de valorisation. Voilà. Donc en fait, ça rajoute un coefficient entre 0 et 1 en fonction de la qualité. Donc si c'est très bonne qualité, ça sera 1. Si c'est faible qualité, ça sera 0. Voilà. Donc avec ces groupes de travail, on a pu discuter des différentes valeurs. Donc je ne vous présente pas exactement les valeurs, puisque c'est amené à évoluer, mais en fait ça nous fait un classement entre si on vient du béton et qu'on l'utilise en couche de forme, alors on a une telle valeur. Si on a du béton, on l'utilise en couche en couche d'assise, on a alors telle autre valeur. Si on vient d'une couche d'assise à une couche d'assise, eh ben on a telle valeur, etc., etc. Voilà. Un autre point, c'était pour créer l'ensemble du petit schéma, en fait, le cycle complet de la matière. Donc, comme je vous avais présenté, cycle 1, cycle 2, cycle 3, avec différentes possibilités. Et en fait, on a une forme de schéma qui correspond en bas à gauche pour donner une vision de à quoi ça peut ressembler. Voilà. Et pour les résultats, ça nous donne ainsi ce type de graphique, ce type de résultat-là. Donc, vous voyez en rouge en fait la quantité, la masse de matériaux au fil des cycles qui reste en couche de forme, donc la meilleure qualité, la moins bonne qualité sur les deux couches qu'on a choisies. Et en bleu, c'est ce qui reste en couche d'assise, donc la meilleure qualité. Et en fonction qu'on ait OGO à droite ou pas d'OGO à gauche, on voit qu'en fait, on n'a pas la même proportion entre les cycles de couche de forme ou couche d'assise. Et en fait, c'est lié justement à toute cette technique OGO qui permet d'avoir la meilleure qualité par la combinaison de matières neuves et matières secondaires, et ainsi d'avoir le plus de temps possible d'utiliser de la matière pour des usages de la meilleure qualité. Voilà. Donc, grâce au savoir-faire d'OGO. Voilà. Et les petites valeurs, parce que on a des indicateurs, donc on aime bien avoir une valeur unique. Vous les avez en bas à gauche, donc un granulat recyclé qui est utilisé dans OGO, par exemple, ça nous donne telle valeur, donc proche de 1, donc 0,74 proche de 1, alors que pour un granulat recyclé hors OGO, on serait seulement à 0,41, parce qu'on ne peut pas optimiser la matière pour qu'elle soit utilisée dans le meilleur usage. Donc si on devait synthétiser, par exemple là pour l'OGO, l'application de cet indicateur-là, c'est qu'on voit que OGO permet donc des applications à plus haute valeur ajoutée et sur plusieurs cycles comparé à un autre produit. Donc voilà, donc l'intérêt de cet indicateur-là, c'est que ça permet vraiment de comparer deux technologies ou bien deux savoir-faire, un où on n'utiliserait que du granulat recyclé, ou un autre où on permet d'associer le granulat recyclé et naturel pour avoir une meilleure qualité. Voilà. Voilà. Donc j'ai parlé beaucoup de recyclage, mais j'aimerais aussi parler de réemploi. Donc des fois une qualité supérieure, bon, ça s'applique malheureusement pas à la route au stricto sensus, donc on va aller cette fois à l'échelle du bâtiment, où on a développé un indicateur qui tend à mettre en avant le potentiel de réemploi. Voilà. Donc en fait, quand on parle de réemploi, donc il y a beaucoup de
de référentiels, de documents d'information qui peuvent avoir, on peut piquer par-ci par-là des informations sur comment bien réemployer. Et l'idée, c'était de rassembler toutes ces informations-là en un unique indicateur pour avoir une valeur qui soit vraiment parlante à l'usage, par exemple, de l'AMO réemploi, du maître d'ouvrage ou bien simplement du diagnostiqueur pour pouvoir donner des conseils sur ou prioriser son emploi ou peut-être abandonner un peu la question du remploi parce que trop compliqué, trop complexe. Voilà. Mais surtout voir là où il y a vraiment du potentiel pour réemployer. Voilà. Donc ça sera un indicateur pareil entre 0 et 1 et je vais vous présenter du coup à quoi il ressemble. Voilà. L'idée, c'est d'avoir différents critères et différents paramètres, donc très nombreux, et que ça soit vraiment complet, donc à la fois technique, mais aussi juridique, économique, environnemental. La question de santé aussi, on a vu avec les questions de pollution. Et en fait, on va associer une valeur et un coefficient de pondération pour chaque élément ici. Donc, on l'associe avec cette formule-là, mais l'idée, c'est surtout que retenir en tête, c'est qu'on a une composante qui est spécifique à l'élément qu'on réemploie, parce qu'en fait, ils ont des techniques, ils ont des performances propres. Une porte coupe-feu a besoin d'être coupe-feu, une poutre en béton armé a besoin n'a pas les mêmes caractéristiques qu'une porte coupe-feu. Voilà, donc ça, c'est un petit paramètre qui permet de bien compléter. Et après, le deuxième point, donc l'indice que j'appelle le critère externe, c'est vraiment, là par contre, tout ce qui est autour des réemplois, donc la logistique de réemploi, la question économique et environnementale. Donc ça, cet indice-là, lui, a été développé au cours de la thèse pour, en quelque sorte, et qui peut être appliqué pour tout type d'éléments du bâtiment. Voilà. Et quelques exemples ici pour terminer. Donc on a appliqué cet indicateur-là sur ces exemples-là. Donc le premier en haut à gauche, qui est le cas d'une petite poutrelle, d'une structure créée par les étudiants. À droite, le cas d'une porte classique. En bas, ensuite, réutilisation d'un voile béton, mais pas dans un rôle structurel. Le réemploi d'un béton supposé donc dans un cadre structurel, mais du coup un béton qui n'a pas été développé pour être réemployé. Et en bas à gauche, donc issu de la thèse d'Ingrid Bertin, où elle a développé un portique donc qui peut être réemployé. Voilà. Donc on va voir ce que ça nous donne en termes sur... Bon, vous avez malheureusement pas les flèches, mais vous avez les valeurs, donc vous pourrez les restituer dans l'échelle de gauche. C'est que en fait, on voit que ça nous permet bien de discrétiser tous ces éléments-là, voire les classer des plus favorables au réemploi aux moins favorables. Et bien sûr, sans surprise, on voit que quand c'est un élément structure en béton armé, c'est moins favorable au réemploi. Mais on voit aussi quand même que si jamais, par contre, on a cette éco-conception pour être réemployable, on gagne quand même d'un niveau. Et voilà. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment une vision du potentiel de réemploi. Et voilà. Donc si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous invite à me contacter. Et après, je laisserai mes collègues présenter la suite de comment ils ont pu valoriser ça de leur côté. Voilà. Merci à vous. Merci Ambroise. Est-ce que vous avez des questions? Je vous regarde, levez la main bien haut. Par là. Sur la réemployabilité des matériaux, là on part d'un matériau qui n'est pas du tout issu de matières premières. On sait aujourd'hui, ok, on peut le réemployer. Et par la suite, ce nouveau matériau qui est issu d'un mix, est-ce qu'il est réemployable encore et combien de fois? Oui, alors donc c'est une discussion qu'on a eue et en fait en quelque sorte si je reviens par rapport aux présentations là, c'est le stade où on construit le schéma de l'ensemble des cycles. Alors voilà, là, donc, que vous voyez un peu en quelque sorte en bas à gauche, c'est pour chaque étape, on se pose la question, oui,
ça vous donne juste une idée, voilà, ça vous donne une idée. Mais pour chaque étape, on se pose la question, donc quelles sont les possibilités donc, de valorisation, quel pourcentage, et ensuite, à la fin de vie du deuxième cycle, quelles sont les nouvelles possibilités en fonction du coup, des cycles suivants. Donc on s'est posé la question, si on était en couche d'assises et qu'on va de nouveau en couche d'assises, même si c'est le deuxième recyclage, est-ce qu'on va pouvoir garder un même niveau de recyclage de cette matière-là? Voilà. Donc dans le cas d'OGEO, et c'est aussi pour cela qu'on a ces graphiques-là, c'est que tant qu'on reste dans une couche de qualité élevée, donc par exemple la couche d'assises, on va pouvoir avoir un recyclage toujours élevé à ce niveau-là. On a toujours des pertes liées au process, mais on pourra toujours avoir un recyclage de qualité très fort. Et par contre, si on est en couche de qualité plus faible, on pourra quand même remonter une partie de la matière pour des couches supérieures, de meilleure qualité, mais on sera quand même bien sûr toujours limité à cette qualité. Mais on pourra quand même avoir sur beaucoup de cycles un maintien d'usage de cette matière-là. Elle sera pas, au bout de 2 cycles, elle ne sera pas mise de côté, enfouie. Elle pourra toujours être recyclée dans le cadre d'une route, par exemple. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut avoir aussi, et d'où l'indicateur ici, c'est d'avoir cette question-là pour tout type d'objet. Est-ce qu'on se limite à un seul recyclage et ensuite on perd totalement la qualité de la matière et dans ce cas-là, il faudra l'enfouir au pire des cas? Ou bien on pourra vraiment avoir un recyclage au sens large, donc réemploi, réutilisation, sur un cycle, 2 cycles, 3 cycles ou plus. Voilà. Donc c'est une question à garder en tête. J'espère avoir répondu à la question. Alors, il y a une question tout en haut. Je vous demanderai de vous présenter si vous voulez bien. Oui, bonjour, Lionel Dallard, Vinci Construction. Est-ce que dans vos recherches, vous regardez toujours le besoin, c'est-à-dire la demande, ou est-ce que par moment vous travaillez complètement décorrélé de la demande et du coup aller sur le côté offre et proposer peut-être des matériaux qui ne sont pas demandés mais qui ont le meilleur taux de recyclabilité? Quand vous parlez de demande, c'est demande... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la construction, il y a une demande qui est très normalisée sur les matériaux, mais peut-être qu'il il pourrait y avoir des offres qui sont moins en ligne avec cette demande-là. Oui, donc voilà, d'accord. Donc pour ce point-là, je pense que je peux moins vous répondre parce que moi, je ne travaille pas du côté Vinci. J'ai moins cette vision entreprise, industrie, mais je pense que Yvan pourra vous répondre peut-être. Yvan Droiden, Vinci Construction. On représentait le pool d'experts qui nourrissait les valeurs. Et les valeurs qui sont données et qui permettent de faire les petits schémas et de voir combien on met de côté, quels sont les taux de mélange pour servir, là, ici, 2 classes de granulats, dépendent du bassin dans lequel on s'est virtuellement placé. En gros, c'est à peu près comme un peu toutes les zones urbanisées moyennes villes en France. On a une 20% maximum de béton à concasser pour faire ce type de matériaux par rapport au bassin de chalandise des granulats. Et donc là, on prouve qu'on a plutôt intérêt à en mettre juste que ce qu'il faut pour livrer ce béton dans des hautes valeurs techniques et au prix moyen de vente, et on va mieux le conserver. Si on avait 80% de béton à concasser dans cet endroit-là et 20% de granulats, on aurait d'autres valeurs, d'autres réglages de l'installation et d'autres résultats. Donc oui, ça prend en compte la réalité de la ville moyenne, zone urbanisée française, qui a permis de faire les chiffres et les ratios. On peut tout à fait imaginer ça chez Ecominéraux avec les statistiques qui sortent pour avoir le meilleur usage de chaque minéral dans la construction calé par ce type d'index. Merci Yvan. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Non, je vous propose de poursuivre. Merci Ambroise.
J'en profite pour vous dire que ces sujets-là ne sont pas terminés. On a d'ailleurs avec nous Inès Dacli qui prend la suite d'Ambroise avec une nouvelle thèse sur le sujet et qui va travailler sur la notion de réemploi.